La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le journal télévisé. Au sommaire ce soir, au fil rouge de l'actualité, encore un gouverneur par terre. Tony Bolamba de la province de l'Équateur est tombé ce jeudi après le vote d'une motion de censure contre lui. Les députés provinciaux reprochent à Bolamba l'absence prolongée et la mauvaise gestion de la province. L'actualité, c'est aussi la commémoration du 20e anniversaire de la disparition du maréchal Mobutu le 7 septembre 1997. Aucune manifestation officielle au rendez-vous pour honorer sa mémoire, acquis et échec de l'ancien président du Zaïre, à découvrir dans ce journal qui lui consacre tout un dossier, mesdames et messieurs. Voilà l'essentiel de l'actualité ce soir. Direction Équateur, la saignée de la destitution des gouverneurs des provinces continue. Le gouverneur Tony Bolamba vient d'être déchu ce jeudi. À l'unanimité, les 21 députés provinciaux ont voté la motion de censure signant son départ. Il est reproché à Tony Bolamba notamment son absence prolongée et la mauvaise gestion de la province. Ils ont également voté pour la mise en accusation du désormais ex-gouverneur de l'Équateur. Et au Congo central, on signale l'incursion des militaires angolais durant la nuit du mercredi au 7 septembre à Kakongo, un village situé dans le territoire de Lukala à 200 km à l'ouest de Matadi. Information livrée par le président de la société civile du secteur Kakongo. Selon lui, ces militaires étaient à la poursuite des combattants du Front de libération de l'enclave de Cabinda qu'ils soupçonnaient d'avoir établi leur base arrière dans le village congolais. Retour à Kinshasa, je vous le dis au sommaire, 7 septembre 1997, 7 septembre 2017, il y a exactement 20 ans que mourait le maréchal Mobutu. 20 ans après sa disparition, cette date passe inaperçue en République démocratique du Congo. Aucune manifestation officielle n'est au rendez-vous pour honorer sa mémoire. L'un de ses fils, Zitikoli Mobutu Kitoko, invite le gouvernement à se rappeler des services rendus par son père. Une messe d'action de grâce a eu lieu tout à l'heure en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Il s'agit d'une initiative de la famille de feu maréchal Mobutu. Félix Ilunga et Gérest Chimanga pour le reportage. Il est malheureux de constater, hélas, que le 7 septembre soit passé sous silence, presque dans l'anonymat le plus total. Nous avons compté la première année, la deuxième, la troisième. Aujourd'hui, nous en sommes à la 20e année et c'est sidérant de voir que jusqu'à présent, le pays n'a fait aucun effort dans le sens d'honorer la mémoire de ces grands hommes. Les initiatives rares sont les initiatives qui ont été entreprises par quelques, ce qu'on pourrait dire, amis, sympathisants, anciens collaborateurs qui, de manière timide, chaque année ont organisé une messe, ont organisé peut-être une rencontre, mais en mon sens, je n'ai pas à commenter cela. Si nous savons le voir, tout le monde s'en aperçoit et nous nous efforçons de rappeler au pays qu'il existe un grand homme qui a servi ce pays, qui a servi la nation congolaise comme président de la République, aujourd'hui mort et mort en exil, et depuis, sa dépouille continue à reposer dans un cimetière à l'étranger. C'est quelque chose qui n'honore pas notre pays.
En revanche, le porte-parole du gouvernement tient pour responsable la famille biologique de l'ancien président dans le rétermi pour le rapatriement de sa dépouille à Kinshasa. D'après Lambert Mende, le chef de l'État avait déjà mis les moyens pour qu'un monument soit érigé à Gbadolité en mémoire du dernier maréchal de l'Afrique, à l'instar de Lumumba, Kasavubu et Laurent Désiré Kabila. Il a souligné que ces dissensions internes au niveau de la famille n'ont pas permis la concrétisation de ce projet. 2 décennies après, ses anciens collaborateurs, dont Catherine Nzuzi-Wambombo, affirment que Mobutu était un unificateur. Elle l'a dit au micro d'Hermione Nyonvou et Doudou Kassouba. Le 7 septembre 1997 reste marqué par la disparition du maréchal Mobutu. 20 ans après, ses anciens collaborateurs gardent encore de bons souvenirs de celui qui a dirigé la République démocratique du Congo pendant environ 32 ans. Demain, ce sera 20 ans d'anniversaire de ce grand baobab africain congolais. C'est vraiment avec beaucoup de pincement au cœur que j'en parle. Les souvenirs que je garde, beaucoup de souvenirs, ma fille. Le maréchal Mobutu Sese Seko fut un grand nationaliste. Il coachait ses collaborateurs sur base de leurs compétences et non pas sur base de leur origine. La preuve, je suis parmi les rares dames à avoir eu un cursus politique comme le mien. J'ai commencé par la base comme bourgmestre de la commune de Léopoldville, aujourd'hui Gombe, en 1966. Je n'étais peut-être pas encore né. Commissaire provincial, inspecteur d'État, commissaire urbain, vice-gouverneur, gouverneur de la province du Congo central, gouverneur de Kinshasa, membre du comité central et du bureau politique, bref, j'ai occupé toutes les grandes fonctions dans ce pays et sur la base de méritocratie. L'ancienne gouverneure de la ville de Kinshasa estime que la jeunesse doit garder du maréchal son esprit de pacificateur. Retenir qu'ils avaient un président, que nous avions un président, un grand nationaliste, que nous avions un président, un grand pacificateur. Les blagues que nous voyons avec les Maïmaï au Nord qui tuent les gens, c'était des choses inimaginables à son époque. Qu'en est-il du MPR 20 ans après? Nzuzi-Wambombo, membre du bureau politique du parti, précise. Le MPR existe, je ne le dirige plus. Il est dirigé depuis 5 ans, 6 ans je dirais, par un ancien vice-président, M. Nsimba Simon. Et dans les rues de la capitale, feu maréchal Mobutu, pour une grande partie de l'opinion, garde de lui un souvenir de l'unité nationale. Jefté Kitita et Jires Chimanga pour le reportage. Pendant 32 ans des règnes du maréchal Mobutu, l'opinion reconnaît quelques-unes de ses réalisations 20 ans après sa disparition. La fierté. Le seul souvenir que j'ai de Mobutu, c'est la fierté de se sentir congolais, même si lui s'appelait Zaïrois. Cette fierté de croire en nous-mêmes, en notre capacité, Mobutu en avait. C'est le seul souvenir que j'ai. Je me souviens des chansons que nous chantions à l'époque, la Zaïroise et puis autre chose. Nous avions cet amour-là, nous développions cet amour-là. Son courage politique. Parce que Mobutu, de son vivant, la période où il régnait, quand il y a un désordre, il y a un tel problème, il y a l'insécurité au pays, il avait le courage de prendre une décision responsable pour sauver la nation. Pour ça, vraiment, j'ai un grand souvenir que je garde envers lui. Mobutu a beaucoup lutté pour l'unité de ce pays. Le Congo est indivisible, c'est grâce à lui. Donc, Mobutu n'était pas aussi, il ne prenait pas le tribalisme, il prenait l'unité du pays. Il a organisé le combat du siècle ici. Donc, à ce temps-là, pour organiser un tel combat, déplacer un combat des États-Unis ici en Afrique, ce n'était pas une mince affaire, mais Mobutu a dû
faire tout cela. C'est un homme raisonnable. Dans des actions qu'il a fait, le stade des martyrs, voire même à l'éducation, il était un homme à féliciter. Si Mobutu a un côté positif, il a également un côté négatif. Après, c'était la chasse à l'homme, comme vous le savez. Il a pu tuer, d'abord assassiner les nationalistes et puis finalement obliger l'exil des autres. Même les nés après Mobutu retiennent quelque chose de celui qu'on appelait roi du Zaïre. Nos reporters ont rencontré quelques élèves que je vous propose de suivre. Ils sont au micro de Kelly Oka et Jires Chimanga. 32 ans de pouvoir et 20 ans depuis sa disparition au Maroc en 7 septembre. Y a-t-il des acquis du président fondateur dans la toute jeune génération? Pour certains, il faut croire que oui. Je ne sais pas tellement grand-chose, mais je sais d'après un documentaire que avant d'être président, il était d'abord derrière le président Kasavubu. Il était en tant que général. Ma mère m'a un peu parlé de lui. Il a conquis le Sodacom. Il a fait de notre pays des choses qui est resté essentielles. D'autres encore ont un petit rien du Marshal en tête. Selon moi, ce que j'ai retenu de lui, c'est qu'on m'a dit qu'il était un dictateur. Il a commandé les pays pendant, je ne sais pas, 32 ans, je crois. Et puis, il brûlait les gens vivants. C'est ce que je sais. La seule chose que moi, je sais que c'était un président dictateur qui a régné pendant 32 ans. Pour d'autres comme celui-ci, rien, le trou noir. Ça vient pas. Après ces 32 ans de pouvoir, il faut croire que les moins de 20 ans n'ont pas en eux du Mobutu, contrairement à la bonne vieille époque. Et pour être complet sur ce dossier, une réflexion de la rédaction, un héritage inconscient, ainsi peut-on qualifier aujourd'hui, 20 ans après la fin du régime de la Deuxième République, la survivance de la langue des nations socio-idéologiques léguée à nos communautés par la machine de l'or tout-puissant mouvement populaire de la Révolution, un peu comme Jourdain, les Congolais, toutes générations confondues, parlent mobutiste sans le savoir. Mouine Moubfel pour le commentaire. Si quelqu'un habillé en Abacoste vous dit « Je n'ai plus un seul cas sur moi » ou que vous lisiez sur votre pièce d'identité vos noms et post-noms, que vous vous adonniez au Salongo samedi matin dans votre rue ou sur votre lieu de négoce, la journée du poisson le 24 juin de chaque année, ou se rendre en Banzangungu en Bandaka. La mesure de riz ou de farine se décline en Sakombi. Les avenues Bokassa et Tombalbaye résistent encore à adopter leur nom rebaptisé en Luambo Makiadi et Taboulei Rochereau. Et l'arrêt de bus au quartier 20 mai, avec le stade indifféremment appelé aussi Tata Raphaël. Le centre féminin Marie-Antoinette, la cité Mama Mobutu vers Monseigneur Kimbondo, avant de redescendre au quartier Salongo de Lemba, après avoir longé Livoulou, l'ancienne Riguinée. De celui qui flatte à outrance les tenants du pouvoir, on dit qu'il est champion en Djalelo. Et aucune manifestation, aucun meeting ne commence sans une animation en introduction. Tikambilinga signifie tout simplement arrête de faire du désordre ou en langage politique, halte à la subversion. La notion même de nationalisme n'est rien d'autre qu'une variante inconsciente de l'authenticité prônée jadis par le mouvement populaire de la Révolution. Les jeunes Congolais, nés voici 20 ans, ont intégré ces notions sans se rendre toujours compte qu'ils assurent et assument l'héritage et la continuité de l'idéologie mobutiste passée dans leur sang avec le lait maternel. Peu d'entre eux, même sur le banc des universités, savent que Kokilatville est l'ancien nom de Mbandaka ou que Bandundouville s'appelait jadis Baningville. Nul ne peut travertir l'histoire. Et il est plus que probable que Lubumbashi ne redeviendra plus jamais Elisabethville ou Likasi Jadoville. Merci Mouine Moubfel pour cette belle réflexion. On quitte la page Mobutu pour parler autre chose. Le Conseil national de suivi de l'accord exige des émoluments décents pour assurer l'indépendance de ses membres. Dans son règlement intérieur adopté le 15 août dernier, le CNSA indique que l'indépendance de ses membres est conditionnée notamment par une rémunération décente. Ce règlement consacre également des titres de voyage et de passeports diplomatiques aux femmes et aux enfants en charge des membres
du CNSA. Les membres du CNSA ont droit aux indemnités d'installation et de sortie de 6 mois d'émolument mensuel, droit de circuler sans restriction ni entrave à l'intérieur du pays et d'en sortir, droit à une carte de légitimation, passeport diplomatique, titre de voyage et un régime spécial pour eux et leurs conjoints et enfants en charge, ajoute ce document. À la fonction publique, c'est le début des travaux préparatoires des commissions de titularisation des agents et fonctionnaires de l'État. Le gouvernement veut, à travers ce geste, réduire sensiblement le nombre d'intérimaires au sein de l'administration publique. Le ministre d'État, Michel Bongongo, indique que ces travaux vont durer au moins 10 jours. Images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information. Assainissement, le ministre d'État et ministre de l'économie nationale, Joseph Kapika, a demandé aux régies financières et autres entreprises publiques, dont l'OGFREM, la DGDA, l'OCC et le FPI, de prélever un petit pourcentage sur les fonds qu'elles collectent pour le compte du Trésor public et de le verser dans la caisse de l'État qui sera mise en place en vue de mobiliser des ressources. Ce fonds va permettre de prendre en charge l'assainissement et la protection de l'environnement dans tout le pays en général et dans la ville de Kinshasa en particulier. La demande a été formulée lors d'une séance tenue mercredi avec les responsables de ces institutions. Selon le ministre, ces taxes ne doivent pas en aucun cas être insérées dans la structure des prix de consommation. Elles ne concernent pas la population, voulais-je dire. En santé, les médecins membres du secteur public ont repris le travail. Mercredi, après près d'un mois de grève, un compromis a été trouvé entre le gouvernement et les syndicats des médecins. Pour le secrétaire général du CIMECO, les médecins iront en grève sans préavis si l'accord n'est pas appliqué en bonne foi. Félix Ilunga et Jérès Chimanga pour le reportage. Dans le cadre de l'exécution mieux de la tenue de ces engagements, les médecins ont préféré jouer à la prudence au regard des nombreux ratés du passé pour exiger non point une reprise totale du travail comme si de rien n'était, mais plutôt une reprise totale du travail, mais qui est en fait une trêve, c'est-à-dire les médecins se réservent le droit et le pouvoir de rentrer en grève sans préavis en cas de non tenue par le gouvernement de la République et ses engagements. Mais si c'était une levée, cela nécessiterait que soit en cas de non tenue des engagements, que soit déposé à nouveau un préavis de grève et finalement respecter la procédure administrative ad hoc. Mais pour le cas d'espèce, une grève suspendue, en cas de non tenue des engagements par le gouvernement de la République, les médecins se réservent le droit de rentrer à la grève dans la forme où ils l'ont suspendu. Le gouvernement de la République, au lieu de se contenter de simples pistes de solutions proposées par les experts, s'est engagé formellement dans le cadre d'un accord. Et donc pour nous, tout accord s'exécute de bonne foi. Si le gouvernement de la République tient ses engagements, il va de soi qu'il ne se posera aucun problème. La paix sociale sera préservée et sauvegardée. Mais en cas de non-tenue, il va de soi que les médecins vont tirer les conséquences et pourront recourir à toute voie légale pour se faire entendre à nouveau. Dans le reste de l'actualité, Expo Béton, la deuxième édition du Salon de la construction, a ouvert ses portes ce jeudi dans la capitale. Thème retenu, planification et aménagement des zones industrielles et résidentielles des agglomérations urbaines en République démocratique du Congo, défis, enjeux, perspectives et normalisation. Le salon se tient du 7 au 10 septembre au Shark Club. La suite en images. Après le succès remporté lors de la première édition, l'Expo Béton se propose pour cette seconde rencontre de rassembler tous les intervenants de la construction et de défendre leurs intérêts. Pour le président de l'Expo Béton, il sera aussi question de promouvoir les sociétés qui évoluent dans ce domaine. Le thème principal de cette édition tourne autour de la question de l'extension, de l'agrandissement des villes existantes, de la construction des nouvelles villes autour
pôles de croissance, notamment autour des zones industrielles et minières, autour des infrastructures de base, des facilités de services publics tels l'éducation, la santé, la mobilité, la desserte en eau, en électricité, les télécoms et nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC. Les participants louent l'initiative. Le but, c'est de rassembler toute la structure qui s'occupe de la construction. Quand nous parlons construction, nous partons du sol. C'est autour de ça que nous gravitons et nous espérons pouvoir focaliser et les amener vers nous pour que nous défendions aussi en même temps leurs intérêts et nous arrivons à promouvoir les sociétés qui sont établies au Congo et qui contribuent à la construction. Le président Bamanissa parlait d'une banque d'habitat. C'est qu'aujourd'hui, les Congolais moyens, si les choses s'organisent, si le gouvernement appuie cette idée, on peut avoir une banque d'habitat et les gens vont souscrire pour construire. C'est le dimanche prochain que le rideau du deuxième salon de béton vont tomber. La culture s'invite dans ce journal. Lancement ce jeudi au Centre Wallonie-Bruxelles des activités culturelles. La rentrée littéraire est prévue du 22 au 23 septembre prochain. Enjeu, promouvoir les belles lettres des écrivains congolais. Les détails avec Kelly Yoka et Eric Ndongala. Le concert de Jemima Band, rythme et danse par Sangombonda, musique chorale avec le chœur MC, la liste n'est pas exhaustive. Ces activités annoncent la rentrée littéraire, deuxième édition au Centre Wallonie-Bruxelles. Écoutez, cette rentrée, c'est un hommage, une fois de plus, à la culture congolaise dont nous sommes des grands fans dans tous ces domaines, notamment la culture littéraire. Et donc, vous verrez les grands auteurs congolais qui viendront dédicacer leurs livres de rentrée. Le jazz, du vrai jazz, on retrouve dans la rue du jazz, et donc ici à côté de chez nous. Musique, bien sûr, une jeune saxophoniste formidable. Les écrivains de la RDC, du Congo-Brazza et de l'Angola sont conviés à cette rencontre. Ils discuteront autour de leur ouvrage lors d'un atelier. Rime nationale, c'est un recueil des slams. J'ai parlé un peu des réalités du Congo, un peu de politique, la corruption, les études en RDC. Pour les organisateurs, la deuxième édition possède une touche particulière. Nous avons apporté des éléments intéressants pour cette nouvelle ou actuelle édition. C'est que vous aurez comme ça beaucoup de jeunes quand même, voilà, qui ont publié des ouvrages et qu'on a eu à aligner comme auteur de la rentrée. Nous aurons aussi un atelier d'écriture durant la rentrée littéraire. Nous aurons aussi toute une gamme de nouvelles publications d'éditions pangolaises. La rentrée littéraire a pour seul objectif la promotion des belles plumes congolaises telles aux éditions Makomi, initiées par les mêmes organisateurs, qui a connu le dépôt de plus de 100 manuscrits spécialement du genre roman et poésie. En sport, les affiches de demi-finale du tournoi Super Champion de la Ligue de football de Kinshasa sont connues. Ce vendredi, la première demi-finale va opposer l'AC Sotraf de l'Entente de la Tchangou à DDM de Lukunga et la deuxième mettra aux prises Nourdine à l'AC Ranger, champion de l'Epefkin. Les deux vainqueurs joueront la finale prévue le lundi 11 septembre 2017. Au-delà de nos frontières, l'ouragan Irma a ravagé Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le bilan provisoire donné ce jeudi fait état d'au moins 9 morts, mais les secouristes disent s'attendre à un bilan nettement plus élevé. Les dégâts causés sur l'île franco-néerlandaise sont énormes. L'ouragan poursuit sa route en direction de la République dominicaine et d'Haïti. Il s'agit du cyclone le plus long jamais enregistré dans cette intensité dans le monde. Selon la Météo France, il génère avec des vents à 300 km/h pendant plus de 33 heures. Suivez plutôt ce commentaire d'Ange Macadi pour plus d'informations. C'est un ouragan de catégorie 5 très dangereux. Après avoir frôlé le nord de Porto Rico,
Provoquant des coupures du courant, Irma a dévasté les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. La Barbuda et Antigua n'ont pas été épargnées. Des pertes en vies humaines sont enregistrées et aussi des dégâts. Voitures renversées, arbres déracinés, toitures arrachées, routes impraticables, pas d'internet, pas d'eau potable. Des pylônes électriques sont par terre. Un bilan qui pourrait s'alourdir. Après son passage sur les îles françaises, l'ouragan Irma se dirige vers la République dominicaine, Haïti et Cuba. Irma gardera sa puissance jusqu'en Haïti avant de se rétrograder en catégorie 4 pour toucher Floride probablement dimanche après-midi où l'État est déjà en alerte. Vendredi et samedi, un autre ouragan José passera à environ 30 km du nord-est des îles. Il occasionnera des nouvelles précipitations. Un troisième ouragan, Katia, menace la côte mexicaine. Et c'est avec cette information triste que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre à l'étranger grâce au bouquet CPLA TV, canal 98. Mesdames, Messieurs, bonne suite de programme sur Numérica Télévision. Je vous retrouve demain, 19h, pour un autre journal. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme. Au revoir.